Julien, bonjour. Nous sommes ensemble pour parler de la 6e édition d'Hybride qui aura lieu du 9 au 19 avril dans différents lieux de Montpellier. On va les détailler dans un moment. Un mot quand même, parce que pour apprendre un petit peu à faire connaissance sur ton parcours, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton itinéraire? Et puis tu accompagné par oui, donc en fait c'est une bande de lycéens parisiens qui à un moment, en fait dès la sortie du bac, moi je monte mon premier spectacle et avec mes camarades de classe. Lycée Molière à Paris. Voilà, des fois ça se fait comme ça. Et puis donc on fait ce spectacle. En même temps chacun on commence des parcours d'école de théâtre, de fac de théâtre à Nanterre et tout ça. Et puis on joue un de nos premiers spectacles à Clermont-Lérault. Et en fait à Clermont-Lérault, moi j'ai tout de suite ressenti le désir de vouloir rester. Et en même temps j'ai l'impression que ça fait aussi écho à maintenant au Festival Hybride. C'est-à-dire le fait que j'ai l'impression qu'on pouvait attraper physiquement les spectateurs et les tirer par la manche pour les emmener au théâtre. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vague, qui n'était pas, qui se perdait pas dans la masse, mais on pouvait dialoguer, échanger vraiment avec chaque spectateur pour lui dire viens au théâtre, viens nous voir. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé, on s'est installé à Clermont-Lérault. Et puis assez vite, on a eu un peu de chance et on a réussi à gravir les échelons régionaux, à assez vite rentrer en résidence à la Scène nationale de Sète, sous la direction de Bruno Deschamps, et puis ensuite à la direction de... pas à la direction, pas encore, à l'association en fait avec la Scène nationale avec le Centre dramatique, Jean Toffal, voilà, qui nous a accueillis pendant 3 ans et qui grâce à lui j'ai pu lancer le Festival Hybride où voilà, moi ça me trottait dans la tête de faire quelque chose, de faire une manifestation, d'avoir un temps de programmation pour pouvoir rencontrer le public en dehors de mes spectacles. C'est-à-dire en fait c'est plus simple de défendre les spectacles des autres que de défendre ses propres spectacles. Et Jean-Claude tout de suite m'a dit ok, m'a laissé une plage, m'a laissé de l'argent pour programmer. Et tout de suite il y a eu la volonté aussi de ne pas rester au Centre dramatique. D'abord parce qu'on savait qu'on n'allait pas rester au Centre dramatique vitam aeternam, qu'on allait partir à un moment. Et du coup j'ai construit ce festival avec, selon les années, une dizaine de partenaires sur la ville de Montpellier et même l'agglomération de Montpellier. Mais alors quand même toujours des gens qui t'ont soutenu, les coups de cœur. Bon, Bruno Deschamps l'a évoqué. Aujourd'hui à Béziers il doit avoir le cher un peu plus de mal, on verra de quoi demain l'avenir sera fait. Donc l'appel du Sud pour toi, tu pourrais appeler ça comme ça, tu as ressorti cet appel-là? Le Sud aurait pu être l'Ouest, le Nord, l'Est, c'était pas vraiment le soleil qui m'appelait, bien que une partie de ma famille, mon nom de famille est toulonnais, donc je n'aime pas très, et que ma grand-mère paternelle était de là-haut, pas de Bédarieux, au-dessus de Bédarieux, là, le sous-préfecture, pas l'Odève, l'autre, Saint-Pons de Thomières. Saint-Pons de Thomières, d'accord. Une partie de ma famille est enterrée là-bas. Mais bon, ça n'avait aucun rapport avec ça, non pas du tout. Il y avait la volonté surtout de rêver un théâtre populaire et de se dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir travailler concrètement ce théâtre populaire. Alors tu l'as évoqué, le 13 novembre, on se souvient de toi un peu maintenant en combat par rapport à la nomination de Jean-Marie Bessé. Maintenant c'est une histoire un peu ancienne. La nomination de Rodrigo Garcia, c'est quelque chose c'est quelqu'un que tu connais, dont tu suis le parcours? Oui, bien sûr. On se connaît, on s'est croisés avec Rodrigo avant d'ici. Maintenant on se connaît, mais on s'est juste croisés. Le fait que ça soit quelqu'un d'extérieur, parlant même pas le français, enfin en tout cas pour le moment, alors que le matériau de la langue est important, ça te choque pas? En fait, ça fait partie de l'ouverture qu'il faut donner au théâtre? Moi je sais pas, je pense que de toute façon tout sera mieux que Jean-Marie Bessé. Voilà. J'étais contre sa nomination, j'étais contre sur le théâtre, les valeurs qu'il avançait avec le théâtre.
Pour moi, le théâtre n'est pas un lieu de la bourgeoisie, le théâtre est un lieu d'émancipation. Qu'à partir de là, je crois qu'il y avait 4 candidats, moi les 4 me plaisaient, chacun dans des versions différentes. Alors moi j'aime l'artiste Rodrigo Garcia, est-ce que j'aimerais le directeur du théâtre? J'en sais rien. Je m'en fiche. Ce que je vois, si tu veux, c'est quand même qu'on a un théâtre qui est ouvert, un théâtre qui est plus évidemment, qui me ressemble beaucoup plus. Mais dans les candidats qui étaient présents, il y en avait au moins 2, effectivement, il y avait un théâtre qui me ressemblait vraiment. Je me rends pas compte, ensuite évidemment que cette nomination pose énormément de questions, mais en tout cas, elle est très ambitieuse. C'est un grand artiste, donc allez, banco, fonçons, et ça va être super. Alors le 13 juin, ça fait partie c'est un des lieux d'accueil de l'hybride de cette année. Dans hybride, on entend débrider, c'est la volonté de jongler avec ces mots-là. Pour toi, on aura compris déjà avec le propos que tu tiens, on est plus proche de Bertolt Brecht dans l'esprit que dans les Galactiques Santistes, bien évidemment. C'est Ferrat qui disait je ne chante pas pour passer le temps, donc c'est un peu ton credo aussi. On n'est pas là pour distraire. Bien sûr, non, je suis moi, vent debout contre l'idée que le théâtre est divertissement. Et ensuite, il faut rajouter. Il ne faut pas s'arrêter là, évidemment. Ça ne veut pas dire que le théâtre doit être l'endroit forcément que de l'intellect. Mais je crois que la réflexion, elle peut se faire par l'émotion. Jean-Claude Fall, pour parler de lui, parce que tu as été proche de lui, tout le monde fait dos, c'est lui. Moi, je comprends pas là. Je comprends pas. Non, je lui ai dit, moi j'ai vu le spectacle, je lui ai dit, mais Jean-Claude, pourquoi tu montes ça? Mais il n'y voit pas que du divertissement. Enfin, vous avez eu l'occasion de changer, donc je peux parler comme ça parce que il fait une autre lecture aussi. Oui, alors moi j'ai du mal. Je dois avouer, là j'ai du mal. Mais bon, ensuite, c'est super. Non, je crois que effectivement, l'idée d'un théâtre hybride, au départ, c'était vraiment pour se dire, je veux parler du transdisciplinaire, c'est-à-dire où justement le matériau texte n'est pas le seul matériau de la représentation, c'est pas sa base. La base, elle est multiple. La base, elle peut être l'espace, elle peut être l'image, la source peut être autre, la source peut être thématique, peut-être autour d'un fait divers, autour de tout ça, mais surtout sur des objets artistiques très métissés. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il faut que le théâtre s'ouvre à tous ces partenaires-là, artistiques, tous ces médias. Sinon, on va crever tout seul dans notre coin et tout le monde se foutra complètement. Ou sinon, ça deviendra le lieu de la bourgeoisie, le lieu de personnes qui ont le savoir. Donc comme ça, qu'il y a une sorte de chose qui se refilera de génération en génération, de ceux qui ont le savoir. Ça ne m'intéresse pas, évidemment, j'ai toujours bataillé contre ça. Et que je ne fais pas des spectacles pour ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit que ce qui m'intéressait dans ces spectacles transdisciplinaires, c'était finalement la question documentaire. C'est-à-dire que c'était comment aujourd'hui on peut s'interroger différemment d'hier sur comment on représente la société. Comment on laisse une trace aussi, ou comment on témoigne plutôt au quotidien d'un vécu et puis laisser une trace, je m'en fous un peu. Mais tu accompagnes ton ex-pof par contre. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus comment effectivement on traite du monde d'aujourd'hui et comment, alors laisser une trace, oui, dans la tête des gens, à partir du moment où quand ils vont venir voir un spectacle, qu'ils vont prendre du plaisir, que peut-être ils vont rire, que peut-être ils vont pleurer, mais que quand ils vont rentrer chez eux, il y aura des petites graines. Ça ouais, il y a des petits cailloux. Et puis voilà, sans être forcément prétentieux. C'est-à-dire que en même temps, c'est des choses très simples et les spectacles de cette année sont des choses extrêmement simples, extrêmement ludiques, mais que la manière de fonctionner, la manière de rencontrer les spectateurs, de mettre en place des dispositifs, fait que, je crois qu'on sort indemne de ces spectacles-là. Alors, bon, tu trouves évidemment des gens à tes côtés, au plan du partenariat, je ne parle pas des institutions, on en verra peut-être dans un moment, mais je parle des acteurs ou des actrices. Pour autant, notamment dans la campagne qu'on vient de connaître, on n'a pas senti énormément d'engagement de la part des artistes. Il y a bien sûr la question de l'intermittence qui fait les artistes, qui les fait se bouger un peu, mais pour autant, il y a quand même des vraies questions qui soulèvent la société. On sent que, alors peut-être parce qu'il y a la peur de manquer ou d'être privé de subventions, je ne sais pas, mais on sent un peu une frilosité. Tu la sens pas, celle-là?
Elle ne te concerne pas, toi, évidemment, puisque toi, tu as quand même un peu de... Oui, je la sens, si tu veux, à partir du... je la sens dans les choix que je fais, c'est-à-dire dans les choix artistiques que je fais pour Hybride. Là, oui. Je sens bien, si tu veux, que je ne comprends pas certains camarades qui vont monter telle ou telle chose. Que je sens bien que les choix artistiques qu'ils font ne me concernent pas ou sont des choix d'un autre homme. Ensuite, bon, ça c'est un autre problème. En même temps, on peut très bien aussi décider que on fait des choses artistiques, on fait des choix artistiques, on montre certaines choses, et puis ensuite sur le terrain on est autre. Là, c'est pas le cas. J'ai l'impression que ça ne l'est pas non plus. En même temps, soyons concrets. Je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir du chemin avant que les politiques décident que la chose culturelle est une priorité. Et que pour ça, évidemment, on doit se battre pour ça. Et c'est ce que j'essaye de faire avec Hybride, ce qu'on essaye de faire de toute l'équipe avec Hybride sur toutes ces années-là. Je pense que c'est pas le cas actuellement. Parce que dans le discours, la culture revient quand même beaucoup. Elle a été évoquée, pas forcément dans le détail de ce qui allait être fait, mais le mot est prononcé en tout cas dans les campagnes. Non, c'est pas. Ensuite, certains ont plus travaillé la chose que d'autres. Mais c'est vraiment à la marge. Alors que je crois que c'est d'autant plus important en temps de crise. C'est-à-dire qu'effectivement, d'essayer de comprendre ensemble, de se réunir ensemble, de se retrouver et d'échanger dans un moment où on est tous touchés par cette crise, et donc on a tous peur d'une chose ou d'une autre, et que du coup on a tendance à se renfermer. Il faut réussir à ouvrir, il faut réussir à rendre possible des endroits, des lieux d'échange. Le budget de la culture n'a jamais été aussi bas depuis un certain nombre d'années. Donc non, je crois que les politiques aujourd'hui n'osent plus défendre ça. Parce que la pauvreté, mais au contraire, je crois que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut réaffirmer cette chose-là, surtout quand, après certaines études, on voit bien que la culture est un facteur justement d'enrichissement, même financier, on voit que là, sur les dernières études, là, par rapport on se rend compte que finalement ça rapporte plus d'argent que l'automobile. Alors, spectacle à grand public, j'allais dire, hautement médiatisé, on se souvient de Robert Hossein et de ses interventions à la télévision. Alors, tu as repris un peu, c'est pas une idée qui lui appartient, mais l'idée de faire quelque chose dans une salle d'assises, une salle d'assises, pas de justice, mais directement, et puis de demander au public de participer, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'ensuite c'est un projet. C'est un projet de Yann Duvendac et de Roger Bernat, qui sont deux performeurs. Yann est suisse et Roger Bernat est catalan, enfin c'est espagnol. Et donc ils ont eu ce projet fou, effectivement, de constituer un dossier d'accusation, pour un dossier d'instruction, voilà, je cherchais, un dossier d'instruction autour d'une affaire qui est à la fois l'affaire d'Hamlet qui tue Polonius, le père de Sully, et d'un fait divers qui a eu lieu dans la banlieue marseillaise sur un garçon qui a tué le père de sa copine. Et à travers ces deux histoires, ils ont créé un dossier d'instruction avec pièce à conviction, enfin comme c'est dans les vrais procès. Et dans chaque ville où ils vont, où ils jouent le spectacle, ils le donnent à des professionnels du barreau. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est en plus, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce spectacle, on a réussi à le donner, on va le donner au palais de justice, à l'ancien palais de justice, vieux, au plus ancien des deux. Au plus ancien des deux. Et donc, où des professionnels du barreau des sommités vont défendre comme ça ou Hamlet ou vont enfoncer Hamlet.
vont défendre Ophélie. Donc il y a 2 acteurs sur ce projet, enfin 3 acteurs, Gertrude, Ophélie et Annette, et puis le reste, ce ne sont que des professionnels du barreau. Comment tu as réussi à convaincre alors, justement ces conteneurs? Parce qu'on imagine que c'était pas forcément évident quand même de... Et ben en même temps, c'est tellement une profession quand même qui est de l'ordre de la représentation, et c'est ça que pose la question de ce spectacle. Hein. C'est quel est le spectacle de la justice, où commence le théâtre, où finit le réel, et c'est ça qui est passionnant, évidemment. Et donc je crois qu'il y en a certains qui... non, ça n'a pas été si difficile que ça. Ensuite, il faut l'organiser. Ensuite, c'est très compliqué parce qu'évidemment, il y a d'autres paramètres que de jouer dans vos palais de justice. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on en fait une au palais de justice et une au théâtre de Grammont. Et qui fait qu'on va avoir... Presque, ce serait intéressant même d'avoir... parce qu'on n'aura pas les mêmes avocats sur les deux. Parce que c'est l'enjeu, évidemment. C'est vous qui les avez choisis, ces avocats, ou c'est pour le coup, c'est la présidence Non, nous, on a choisi, c'est qu'on a demandé à certains avocats. Donc on n'a pas aujourd'hui, là, maintenant, toutes les réponses, mais on sait déjà qu'on aura certains piliers. Et donc, le fait que ça se joue au palais de justice dans un lieu du réel et au théâtre de Grammont, aussi ça va complètement changer la représentation, et même le sentiment qu'on a par rapport à ça. Donc ça, en fait, il faudrait faire les deux, je pense. Vous devez avoir Gilbert Collin, non? Il n'a pas donné son accord encore. Non, je crois qu'on ne lui a pas demandé. Ouais. Je crois qu'il ne plaide pas à Montpellier, ça tombe bien. Alors un artiste associé quand même, il faut dire son nom, parce que c'est donc important, c'est Rachid Akbal. Rachid Akbal. Alors c'est un peu, ouais, on a dit associé ou compagnon, parce que c'est un peu particulier évidemment pour un festival comme ça, alors que même on ne montre pas de spectacle de lui. Ce qui m'intéressait là, c'était qu'on ait quelqu'un. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que Hybride, c'est un festival organisé par une compagnie et par des artistes. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi Hybride, vous allez voir le soir qui vont découper vos billets, qui vont tracter. C'est des acteurs de la compagnie, c'est des techniciens de la compagnie qui font ça bénévolement. C'est une aventure de compagnie aussi ce travail. Et donc, il me semble très important d'essayer de remettre de l'artistique, de remettre du compagnonnage artistique en tout cas à tous les endroits. Et là, Rachid, avec qui j'ai travaillé, Rachid Akbal, avec qui il m'avait demandé de mettre en scène en fait un de ses spectacles il y a quelques années, qu'on avait accueilli d'ailleurs il y a 2-3 ans, Alger Terminal 2. Là, c'était de lui dire, tiens, il avait un projet autour d'Ulysse, il faisait raconter Ulysse, il faisait des ateliers comme ça, où il faisait raconter Ulysse aux gens. Et en même temps, il me disait, oui, j'essaie de collecter de la parole autour de ces nouveaux Ulysses, de ces gens qui fuient la misère de leur pays pour venir jusqu'en Europe. Je me dis, bon, ça m'intéresse vachement. Donc souvent dans l'Afrique, qui est donc venant d'Afrique essentiellement. Enfin, pour lui, c'est ce qui l'intéresse, c'est venant d'Afrique. Il n'y a pas que venant d'Afrique. Et donc je dis, on va essayer de continuer cette chose-là, ce travail-là, qui n'est pas sa prochaine création, mais qui est sa prochaine, qui est la suivante. Ou donc lui faire continuer à Montpellier ce travail de collectage de paroles autour de la migration, c'est-à-dire des histoires personnelles qui peuvent être liées à ça, et puis en même temps de nous raconter, c'est-à-dire de continuer son projet comme ça dans l'échange entre raconter des histoires qu'il a déjà et de continuer à collecter, et que pourtant cette chose-là ne va pas être évidente au public, hein, puisque c'est pas une soirée, c'est pas un spectacle, mais plusieurs des midis, entre midi et 2, là, il va rencontrer des gens dans la ville, et donc ça peut être Place Jaume, où là on a réussi à fédérer des associations de quartiers, où il va être là entre midi et 2, et il va comme ça dialoguer avec le public, mais ça peut être aussi à la Slimade, ça peut être aussi dans des associations de femmes d'origine maghrébine, ou là tout à l'heure éventuellement. Ouais, Petit Bar, on n'y est pas normalement, mais il y a aussi on était au MHSC tout à l'heure, donc de travailler avec le centre de formation, de rencontrer ces jeunes-là. Enfin, et donc ça, ce ne sera pas forcément public, mais il rendra compte tous les soirs de ce qu'il a fait dans la journée. Et donc tous les soirs, avant les spectacles, enfin sur un des lieux de représentation des spectacles, il rendra compte de ce qui lui est arrivé pendant la journée. Et pour moi, c'est important d'avoir ce fil rouge, ouais. Même si c'est pas si évident que ça. Puisque tu parles de rendre compte, il faut dire un mot de ce quotidien qui va être
mis en place à partir du lundi 14 et jusqu'à la fin de la manifestation. Pour moi, c'est vraiment, quand je renoncerai à ça, je crois que j'arrêterai le festival. C'est pareil, ça fait partie de comment on organise la rencontre. Il y a des spectacles, voilà, je crois qu'il y a des spectacles qui sont très emblématiques, c'est vraiment des expériences de spectateurs qu'on propose, mais ce qui est important, c'est comment on essaie de créer cette relation-là et de la rendre compte, de la proposer autrement. Il y a Rachid, c'est très important, et il y a ce journal auquel je tiens depuis le début. Et là, ce journal, c'est proposer au public d'écrire, et sans distinction. Ça pourrait être, alors il y a des lycéens qui vont venir, il y a des spectateurs professionnels, on va dire, des gens qui ont l'habitude, et puis il y a des gens qui auront envie, parce que peut-être qu'il y a un spectacle qui les aura beaucoup touchés, ou parce qu'ils ont envie de rencontrer un artiste, et qui pourront dialoguer avec lui, puisque donc le journal empreinte, c'est tous les jours à 13 h, donc à partir de lundi, donc dans les bureaux de la compagnie et du festival, au 22 rue Lallemand, de venir, de rencontrer un artiste, de dialoguer avec lui, et puis ensuite d'écrire. Mais ça commence à 13 h, et à 17 h, il faut que tout soit en boîte pour repartir à l'impression, et que le soir, on est comme feuille de salle, pas une feuille de salle écrite à la vente, mais une feuille de salle qui est écrite avec les gens. Et qui est une sorte comme ça, aussi ce que j'aime bien, de mémoire commune qu'on crée ensemble. Alors, au plan des partenaires, il ne faudrait évidemment pas oublier Diagonal qui est là avec vous, j'allais dire comme frère siamois depuis le début. Hein, tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est sûr que le partenariat avec le Diagonal et avec Antoine Péreniguez est extrêmement important. J'ai tout de suite voulu que notre programme soit lié au sien. Il a accepté ce pari depuis le début, d'organiser à chaque fois un événement commun, un film. Donc là, c'est War Photographer, qui est un film de Christian Frey. On a changé en fait au dernier moment. Ça devait être War Reporter d'Amin Boukris, qui est un jeune réalisateur tunisien, et puis pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire. On a décidé que ça ne se ferait pas, plus exactement. Et là, donc, War Photographer, un film de Christian Frey sur le métier de photographe de guerre, plus particulièrement sur une personne, James Natchway, qui est un des grands reporters de guerre aujourd'hui, qui a une sorte de BHL, en tout cas dans la tenue du photoreportage, qui est toujours très élégant, chemise blanche sur les terrains de guerre et les endroits les plus... Il a toujours sa chemise, il est toujours repassé, incroyable. Mais qui a un étonnant témoignage sur ce métier-là. Alors, quand on parle de lutte sociale en France, il y a quand même quelques noms comme ça qui émergent au plan de l'écriture cinématographique ou de bouquins. Je pense à Didier Laninx, à Dame Franck. Et puis il y a une figure incontournable, c'est Gérard Mordia, évidemment, le Vivla Social. Voilà, oui, Vivla Social. On a commencé avec Vivla Social, qui finit aujourd'hui avec Xenia, son dernier roman qui est paru en janvier chez Calman Levy, où il raconte l'histoire de femmes qui endurent. Dans la vie de tous les jours, dans leur quotidien et donc dans le travail, qui font des petits boulots de merde, et qui n'ont comme horizon le lendemain, avec le travail qu'on accepte de leur donner, de leur lâcher. Et donc Gérard Mordia sera là avec nous. Bon, Gérard Mordia, ça fait un petit bout de chemin qu'on fait ensemble, puisque après la création des Vivants et des Morts, qu'on a faite maintenant il y a quelques années, au Théâtre des 13 ans et qu'on a tourné un peu partout en France. Il y a une amitié qui s'est créée et probablement Xenia, là, le dernier, normalement c'est un des projets de la compagnie sur les prochaines années. On est créé ensemble avec Gérard. Et là il y a eu la volonté de faire une soirée, puisque donc il y a un des 78-119 où les ouvriers, à la manière de l'IP, reprennent l'usine, créent une coopérative, voilà, autogestion, coopérative, tout ça. Et puis le truc se casse la gueule, mais avant que ça se casse la gueule, ils demandent à un réalisateur de venir raconter leur histoire.
Et ce réalisateur fait un film documentaire qui est apparemment assez célèbre en Espagne autour d'une AG. Et de cet AG, Roger Bernat a tiré toute la matière texte, la parole, et propose au public de la redire ensemble entre un performeur et le public. Et le public est appelé en fait à incarner les ouvriers de l'IMAX en 79 en donnant leur parole, en disant leur parole. Roger Bernat, qu'on a fait venir plusieurs fois, qui est aussi qui est le duo avec Yann Duvenbach qui font le spectacle au Palais de Justice. Roger fait toujours des spectacles comme ça, des dispositifs, en fait, invente des dispositifs extrêmement ludiques, mais qui à chaque fois partent d'un point très important, de fond, toujours très touchant, et en même temps qui va gratter, qui est extrêmement intéressant, mais en même temps sur une base très simple de jeu. Et il fait ça avec délicatesse, le spectateur ne se sent pas pris en otage, je ne sais quoi. Non, ça se fait très doucement, il l'accompagne très délicatement. Et donc dans ce spectacle, à partir de ce spectacle, en fait, j'ai voulu continuer le travail et donc organiser cette rencontre qui a lieu donc vendredi 11 au Dôme, et non pas jeudi 10 comme c'était annoncé au départ, vendredi 11 au Dôme à 18 h, où donc Gérard Mordia sera là pour parler de Xenia et pour faire le lien entre Roger Bernat, son projet Limax, et aussi il y aura Claude Neuschwander, donc patron de l'IP, qui est montpelliérain, patron de l'IP au moment du conflit, et qui viendra donc parler de cette aventure-là, puisque nous on avait joué un spectacle sur l'IP il y a quelques années qui s'appelait Les Yeux Rouges, et donc une comédienne redonnera un morceau du spectacle, et en troisième axe, il y aura on montrera des films de Carole Rossopoulos, qui est donc cette réalisatrice, activiste, féministe, qui a été la première à amener une caméra vidéo sur les terrains de bataille comme ça, et qui, puisque jusqu'à présent était sur Chris Marker, sur tout ça, bon, elle était chez l'IP aussi, donc comme Chris Marker, mais elle est arrivée avec une caméra vidéo, donc changeant complètement. Donc le média fait que la manière de faire, comment c'était fait, a été complètement changée, puisqu'elle laissait tourner la bande, puisque la bande ne coûtait rien et qu'on pouvait enregistrer dessus. Et donc on montrera des films, parce qu'elle a fait des films sur l'IP qui sont vraiment passionnants, et on parlera de ce personnage-là de Camille Rossopoulos qui est très important. Et voilà, avec ces trois liens comme ça, on parlera de l'IP, d'autogestion, de conflit, de monde ouvrier et de sa représentation. Mordia avec le concours de la librairie indépendante, le Grain des Mots, on fait un partenariat effectivement avec le Grain des Mots qui était aussi important. Donc je vais faire très actuel, puisque la société civile. Non, mais ce qui est important dans le festival hybride, c'est pas seulement d'être avec des théâtres, mais d'être avec d'autres lieux, d'être au Dôme, pour nous c'est très important. D'être au Black Cat, donc ce bar, restaurant qui est Place Candolle, c'est extrêmement important aussi pour nous. D'être dans les endroits où on ne nous attend pas, d'être avec le Grain des Mots, c'est aussi très important, parce qu'on pourrait croire aussi que le festival hybride est contre le texte, est contre la librairie, est contre la littérature. Non, pas du tout. C'est un endroit aussi. C'est aussi un endroit où ça se retrouve, où ça se rencontre, où ça échange. Alors un autre des visages, j'allais dire, de la misère humaine, c'est le problème de l'infanticide. Il va être évoqué aussi avec le spectacle avec Vanessa Liotet. Oui, le spectacle de la faction, donc cette création de Vanessa Liotet, qui est aussi, même si la forme elle est plus traditionnelle, puisque c'est un rapport frontal, c'est aussi une épreuve, c'est aussi une expérience que le spectateur mène, puisqu'on n'entend pas souvent parler d'infanticide, parce qu'elle travaille sur cette question et du fait divers, et en même temps elle est partie d'une bande dessinée, d'un texte qui a donné lieu à une bande dessinée. Mais on a senti, puisque le spectacle a été créé à la Chapelle Gély assez récemment, que par exemple il y aura toujours un débat à la fin. Parce qu'on a vu comment ça libérait la parole.
on s'est rendu compte de... On n'avait pas notion de ça. On avait fait ça parce qu'il nous semblait que c'était important de ne pas lâcher les gens comme ça. Mais là, on s'est dit, ah putain, parce que je pensais pas le faire à hybride et finalement on mettra un débat derrière. Et je pense que c'est ça ce que j'aimerais moi avec les spectacles hybrides, c'est qu'à chaque fois, ça libère la parole. C'est-à-dire que ça fasse échanger, ça fasse... et du coup, il n'y a pas du tout... et je dis, dans l'édito du festival, je dis le théâtre doit se charger de l'espoir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle des choses graves que c'est mortifère, qu'on doit se renfermer sur nous-mêmes. À chaque fois, j'espère, ça doit essayer de casser des petites coquilles dans lesquelles on se renferme chacun. Alors du théâtre, on l'a compris, des mots, des bouquins, mais il y a aussi quelque chose qui a toujours été lié intrinsèquement, j'allais dire, à tes spectacles, c'est la musique. On connaît ton amitié, puis son travail avec Dimonet, des gens comme ça. Là, cette année, il y aura Skeleton Band. Voilà, le Skeleton Band qu'on a... Alors oui, le Skeleton Band, c'est une drôle d'histoire, parce que moi, je les avais en... J'interviens au lycée Jean Monnet avec classe théâtre, et donc ils ont fait un bac théâtre, 2 des 3, du Skeleton, Alex et Clément, et du coup je les avais toujours dans le coin de l'œil, j'ai continué à les suivre, et puis un jour j'ai vu leur BD concert, qu'on a ensuite programmé à Hybride il y a 2 ans, et puis je leur ai dit, attendez, on va faire un spectacle ensemble. Donc on a fait un spectacle ensemble, Épreuve, qu'on a montré Hybride et qu'on a montré au Printemps des Comédiens l'année dernière. Et puis voilà, de continuer à les suivre, de voir qu'ils étaient friands d'aventure, pas seulement musicales, mais qu'ils allaient chercher, qu'ils étaient en permanence en train de chercher autour. Et donc, sorti du nouvel album, je leur ai dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils me disaient, en plus, bah, c'est super, parce qu'on aimerait que ce soit un vrai spectacle, qu'il se passe d'autres choses. Et c'est, je pense, ils sont tout jeunes, ils ont à peine la trentaine, ils sortent leur 3e album. Mais je crois que c'est un des groupes montpelliérains les plus intéressants de leur génération. Et puis leur gentillesse, leur générosité, leur curiosité, peut faire que tout ça ne fasse que se bonifier avec l'âge. Tu n'as pas réussi à t'émerger plus dans la fac, j'allais dire, au milieu universitaire? Et bah, c'est selon les années, mais normalement c'est plus avec même la fac de sciences qu'avec la fac de lettres, puisqu'on travaille toujours normalement avec le Crous et avec le Trioletto. Là, pas cette année, ça dépend. Cette année, on a déplacé le festival pour des raisons professionnelles, puisque donc il y a des grandes rencontres internationales de l'IETM, la IETM, il faudrait dire, puisque donc l'appellation est en anglais, la Informal European Theatre Meeting, qui est une association d'acteurs culturels du monde entier. Donc, je crois qu'il y a une association de 700 adhérents, donc qui vont débouler à Montpellier pendant une semaine. Et donc, on va avoir à peu près 800 professionnels qui vont être là. Et du coup, certains partenaires, Réseau en scène, pour pas les nommer, qui organisent cette manifestation, m'ont demandé de décaler le festival pour que ça ait lieu à ce moment-là. Et du coup, là, on n'est pas une bonne période pour les facs. Ils sont en train de faire leur partiel, leur partiel de fin d'année. Et du coup, c'est trop mauvais. Voilà, c'est pas bien. Là. Du coup, l'année prochaine, le festival sera plutôt... Alors on a cité quasiment tous les lieux, je rajoute quand même le Chez Littéral. Le Chez Littéral qui est un nouveau venu cette année, qui c'est très important pour nous. On aime beaucoup le travail que fait leur nouveau directeur depuis, je crois que c'est sa 3e saison. Et surtout c'est une équipe, on a réussi à se mettre d'accord sur une équipe qu'on aime beaucoup, la Moebius, qui est une équipe locale, sur laquelle on avait aidé le premier spectacle quand ils sont sortis de l'ENSAD, du conservatoire de la maison Louis Jouvet. C'était la première édition d'Hybride. Là, ils ont fait un bout de chemin depuis, et là, ils revenaient à une aventure collective et vraiment sur la question documentaire. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, allez hop, revenez avec nous et refaisons ce bout de parcours. Oui, ça sera lieu vendredi et samedi à 18 et 19 au Chez Littéral. Alors le Roquefort aussi, ça on l'a compris avec la musique, la Panacée, l'Agora, la Maison pour tous Voltaire. Ouais, la Maison pour tous Voltaire, mais la Panacée malheureusement pas cette année.
puisque justement, enfin, bon, la Panacée est bloquée par cette rencontre dont je viens de parler d'IOTN, et du coup, nous, on ne pouvait rien y faire vraiment dedans. Mais la Panacée est vraiment un lieu où j'aimerais évidemment dans lequel rentrer la saison prochaine. L'Agora, pas non plus cette année, alors qu'on a été plusieurs années, et on espère normalement l'être l'année prochaine avec Montpellier Danse. C'est ça, je veux dire, les partenaires changent aussi selon les contextes. C'est pas des arrêts, je dirais, avec par exemple avec Jean-Paul Montanari, on est en discussion chaque année, mais on est dans des rythmes différents, on n'est pas les mêmes structures, c'est pas tous les jours, toutes les années évident. Mais oui, non, je crois qu'on a fait tous les partenaires. Pas le Jean Villard, même s'il fait des choses en parallèle, j'allais dire, du festival. Ouais, là j'ai fait plus rien avec le Jean Villard. Bon, peut-être que ça reviendra un jour, pas maintenant pour l'instant. Il y a des aventures qui s'arrêtent aussi et c'est pas grave. La vie continue, the show must go on. Donc c'est du 9 au 19 avril et alors bien évidemment on l'aura compris, hein, mais c'est important d'insister là-dessus, les prix sont évidemment pas très onéreux. Ah bah les prix c'est sûr qu'ils sont très modiques, hein, puisque par rapport au lieu montpelliérain, en tout cas par rapport au festival, on est très en deçà. Et il y a un blog hein, pour avoir ivridoverblog.com où il y a tout le programme, où il y a qui va vous renseigner sur les endroits où Rachid sera, qui va vous renseigner sur quels artistes seront là chaque